piloter cette soirée. Vous êtes un petit peu partout en France et peut-être même dans le monde. Alors, le programme de la soirée, voilà comment ça va se passer. On va commencer par une table ronde avec les partenaires du documentaire Work in Progress qui sont avec moi ici. Ils vont vous dire leurs engagements sur le futur of work. Et puis, on va enchaîner ensuite avec la projection du documentaire qui dure une petite heure. Je serai là ensuite avec toute l'équipe de com pour répondre à vos questions qui a réalisé le documentaire, comme si jamais vous en avez. Donc, vous avez un onglet questions, un onglet chat. N'hésitez pas à l'utiliser. Et puis, vous aurez la possibilité aussi de débriefer avec les partenaires dans des sessions dédiées après le documentaire. Pour commencer, je vous propose qu'on regarde un best-of des épisodes hors série. C'est des vidéos qui sont disponibles sur YouTube déjà maintenant, de 20-30 minutes, où on a discuté avec les partenaires du documentaire de leur vision du futur of work. Et je crois que c'est assez complémentaire avec ce que vous allez voir juste après. Ça dure 5 minutes et on se retrouve tout de suite après pour lancer la table ronde. À tout de suite. C'est cette capacité en fait aux sociétés à devenir meilleures, à créer en fait des carrières au sein des groupes qui leur permettront de garder les gens dans le futur. Donc, grosso modo, la culture, c'est ce qui permet à la boîte de vivre au quotidien et de vivre avec toujours ce petit plus qui fait que les gens vont se sentir bien. Parce que quand les gens se sentent bien et qu'ils aiment ce qu'ils font, ils sont forcément beaucoup plus impactants que quelqu'un qui est là et qui a un peu une musique d'ascenseur dans sa tête, tu vois. La culture, elle a une vraie vertu pour le succès, la croissance, etc., les résultats. Et en même temps, elle est là aussi pour les hommes avec un grand H, donc pour la team et pour faire en sorte que, en fait, les gens se développent individuellement et que collectivement, en fait, on aille toujours un peu plus loin ensemble, quoi. J'aimerais remercier aussi donc nos concurrents parce que ils permettent justement donc d'évangéliser donc le freelancing sur le territoire français, et plus on sera en fait donc de sociétés à faire en sorte de promouvoir, de faire la promotion donc de cette nouvelle forme d'emploi, plus il sera facile d'être épanoui en tant que consultant indépendant. Donc merci et merci à eux. Je suis convaincue, mais ça vient presque de l'entêtement. Je suis convaincue que le travail peut être une source formidable d'épanouissement et de réalisation de soi. Et ma mission, si je peux dire, en tout cas, ce qui me donne envie de continuer à travailler et ce qui fait que je suis toujours super motivée et j'ai envie de venir au travail tous les jours, c'est que je veux qu'un plus grand nombre de personnes possibles puissent s'épanouir au travail et se réaliser. Et je suis convaincue qu'en faisant évoluer nos organisations vers, en effet, plus d'horizontalité, plus d'agilité, plus de gouvernance collective, on va arriver à plus d'épanouissement pour un plus grand nombre de personnes au travail. Et donc, c'est ça vraiment qui m'anime. Un grand groupe, il peut plus être en environnement fermé comme il était avant, c'est-à-dire assez siloté, à se concentrer que sur ses employés, la croissance de son chiffre d'affaires, etc. Il est finalement véritablement membre d'un écosystème avec ses partenaires, avec ses concurrents, avec ses prestataires, etc. Et dans cet écosystème, il porte une responsabilité. Et finalement, la manière de pouvoir s'engager, de faire grandir son entreprise, c'est aussi de faire venir des personnes de l'extérieur qui vont avoir un œil complètement différent par rapport à ce que des personnes qui ont passé 10 ans dans la structure sont capables de voir parce qu'ils se sont nourris d'autres choses. Et donc, c'est pour eux la meilleure manière de se transformer. Les managers qui vont devoir effectivement jouer un rôle, ils vont devoir être à la fois plus dans la confiance. C'est clair, ça c'est effectivement quand on fait du télétravail, c'est très important de pouvoir avoir un management de la confiance, sinon ça ne fonctionne pas. Mais ils vont devoir aussi être, je crois, plus présents pour organiser les choses, pour piloter l'activité, pour gérer la performance et suivre en fait la performance de leur équipe. Et donc ça, ce sont des vraies responsabilités managériales sur lesquelles ils vont devoir s'investir peut-être davantage qu'ils ne s'étaient investis jusqu'à présent. D'où la nécessité pour les entreprises, et c'est notre enjeu des prochains mois, de les accompagner pour qu'ils puissent jouer ce rôle-là d'accompagnement, de préservation du lien collectif, du sentiment d'appartenance. Ce sont des responsabilités qu'on va leur confier plus fortement, je pense, que précédemment. Déjà, je pense que c'est plus le future of work, je pense que c'est le present of work. Et je pense que c'est assez excitant de voir cet effet accélération. Et qu'est-ce que c'est pour moi? Je pense qu'il faut le regarder à différents niveaux. Tu as la maille individuelle, pour toi, pour moi, pour quelqu'un d'autre, à la maille de l'entreprise et à la maille de la ville. À la maille individuelle, le future of work,
Qu'est-ce que c'est? Ça veut concrètement dire qu'on va devenir, nous, des consommateurs d'immobilier et qu'on va devenir de vrais clients et qu'on choisira demain l'entreprise dans laquelle on ira travailler pour son environnement de travail et qu'on sera un vrai client exigeant et que finalement, on va déraper vers du B2C quelque part. Le monde du travail va devenir un espace, je pense, B2C. À la maille de l'entreprise, le Future of Work devient un impératif, à la fois d'un point de vue économique pour adapter sa structure de coûts à un monde changeant parce que on a toujours vécu dans l'incertitude, mais 2020 nous a montré qu'elle pouvait nous faire très mal. Et donc, comment est-ce que ce Future of Work est flexible et me permet, moi, entreprise, de mieux absorber ces chocs qui m'environnent, mais également, comment est-ce que ça devient un vrai facteur d'attraction pour mes talents? Parce que garder des talents, et donc surtout garder des talents à l'échelle mondiale maintenant, donc ça devient forcément clé. Exactement, ça devient absolument clé. Et d'ailleurs, il y a la question qui se pose aussi pour les propriétaires, le Future of Work devient un impératif. Enfin, le Future of Work devient l'impératif d'amener ces services, cette flexibilité, parce que demain, continuer de considérer qu'un mètre carré de bureau va se louer simplement parce qu'il est bien placé et qu'il a été bien rénové, je pense que ce sera un peu illusoire. En tout cas, ça va le devenir de plus en plus. Voilà pour le préambule, donc on va creuser tous ces sujets maintenant avec les partenaires qui sont ici. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez à boire, à manger. On embarque pour le Future of Work, on est parti pour 2 heures. D'abord une table ronde et puis après la projection. Alors est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter en disant un mot sur ce que vous faites, sur qui vous êtes et sur quel est votre rapport au Future of Work? En quoi est-ce que c'est un sujet au quotidien pour vous? Victor, est-ce que tu veux commencer? Volontiers, merci de m'inviter ce soir. Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet Meetings. Et en 2 mots, quand on parle du futur du travail, on parle aussi des lieux de travail avant tout. Et c'est ce que Comet aide le monde de l'immobilier à faire, c'est se dire que dans le futur du travail, qu'on soit chez soi, dans ses propres bureaux ou qu'on ait besoin de tiers-lieux, il faudra des lieux vraiment adaptés. Et donc, nous avons développé un réseau de tiers-lieux avec des bâtiments à Paris, à Bruxelles, à Madrid, destinés aux réunions, comme ici, mais également un métier de conseil et d'opérateur comme bras armé des propriétaires pour leur dire demain, vous devrez proposer plus dans vos bureaux et proposer des lieux qui soient vraiment des lieux de destination pour que des entreprises souhaitent s'y loger. Et c'est ce que nous faisons aussi. Ok, donc au cœur du Future of Work aussi. Christelle? Bonjour, je suis Christelle Guillain, je suis responsable d'un département au sein de la DRH de Natexis qui s'appelle Transformation et Talent. Donc Natexis, c'est une banque que vous connaissez peut-être, et mon quotidien, et pourquoi le Future of Work est mon quotidien, c'est parce que dans le cadre de mes fonctions, je m'occupe du programme de reconversion professionnelle des collaborateurs de Natexis. Pourquoi? Parce que dans la banque, les métiers se transforment très vite, comme ailleurs, et on a fait le choix d'accompagner nos collaborateurs pour qu'ils puissent être formés et avoir les compétences dont on aura besoin demain, dont eux auront besoin et nous, on aura besoin également. Donc voilà, je m'occupe aujourd'hui de trouver ces métiers d'avenir et de former nos collaborateurs pour qu'ils puissent les occuper aujourd'hui et demain. Formation, reskilling, forcément un des grands pans du Future of Work. Aline? Bonjour, Aline Crépin, je suis directrice de l'innovation sociale et des affaires publiques du groupe Randstad. Randstad, c'est le leader mondial des services en ressources humaines. Donc, bien entendu, le Future of Work, c'est juste notre quotidien. Aussi bien pour nos collaborateurs et collaboratrices permanents, mais aussi pour nos candidats, nos intérimaires et nos clients aussi qu'on doit accompagner sur des nouvelles formes de travail et des nouvelles formes de nouvelles façons de faire ce travail. Donc, on est vraiment au cœur du marché du travail et de ses évolutions. L'évolution des compétences aussi. Donc, la façon dont on va imaginer le futur est pour nous complètement cruciale dans notre activité. Merci. Eric? Bonjour, je m'appelle Eric, je suis un des cofondateurs de Comet. Alors, pas Comet Meeting, mais Comet Freelance. Je pense que le futur du travail, il y en a plein qui rêvent d'aller mettre leur tête dans les étoiles. On s'appelle tous Comet. La partie visible de l'iceberg de Comet, c'est d'essayer de trouver pour quelques bonnes centaines de freelance aujourd'hui en mission chez nos clients, la meilleure mission IT Data Tech pour des clients grands comptes. Et côté clients grands comptes, de trouver le meilleur freelance. Ça, c'est la partie visible. On fait de l'intermédiation, on cocoon chaque freelance de façon à limiter et son administration et tous les côtés pénibles du boulot.
Par contre, la partie invisible est beaucoup plus intéressante. On s'est mis dans la tête de réenchanter le travail. C'est-à-dire que quand on fait des stats, surtout dans de vieilles Europe, il y a globalement 95% des employés qui se plaignent de leur employeur et 95% des employeurs qui se plaignent de leur employé. Donc, on s'est dit, ça serait super si on arrivait à tout faire tourner d'un cran et que tout le monde soit heureux dans son boulot. Donc, en fait, on met beaucoup d'énergie à être certain de comprendre les besoins, les désirs, l'ambiance, un peu ce que tu disais tout à l'heure au niveau B2C, avoir un job qui soit le plus heureux possible, sa mission, et de la faire matcher avec celle du grand compte qui veut aussi la même chose pour que chacun trouve la plus belle chaussure à son pied. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'expression idéale. Et donc, on passe notre énergie et notre temps à arriver à réenchanter cela pour que les gens soient heureux de retrouver les valeurs du travail. Claire ? Merci. Bonjour, moi je suis Claire Bonenfant, je suis dirigeante du groupe S3 qui, comme mon collègue, travaille sur le marché de la mise en relation de talents. Donc le futur du travail, pour moi, c'est mon quotidien comme vous tous ici, puisque nous mettons en relation notamment 800 indépendants donc, qui sont vraiment sur des nouvelles formes de travail. Mais c'est aussi une transformation que je mène dans mon entreprise pour, comme je le disais dans le documentaire, plus d'horizontalité. Donc, le futur du travail, c'est plusieurs formes qui sont à la fois l'organisation du travail, mais aussi des nouvelles formes d'emploi, que ce soit au sein de notre entreprise ou pour nos clients. Voilà. Oui, parce qu'on va en parler en interne aussi, vous vous transformez énormément, c'est pas que avec les produits et services. Non, tout à fait. Béatrice ? Bonsoir, je suis Béatrice Guéguigna, je suis pilote du projet Futur du Travail à la Maïf, qui est une mutuelle d'assurance bien connue située à Niort. Et en fait, la Maïf a mis en place le télétravail depuis quelques années maintenant et a généralisé le télétravail l'année dernière. Alors, le hasard a fait que c'est tombé aussi cette réflexion au moment de la crise sanitaire, donc tant mieux. Et nous avons aujourd'hui 66% de nos effectifs qui ont des avenants de télétravail 8 à 12 jours par mois, ce qui est quand même relativement important pour une entreprise dite traditionnelle. Et d'où cette réflexion que nous menons en ce moment sur le futur du travail pour évoquer les impacts à la fois du télétravail, mais aussi des mouvements de fond lancés depuis plusieurs années sur le travail, avec des questionnements autour du sens du travail, autour de l'engagement des collectifs, de l'hybridation du travail, du rôle du manager, pas mal de sujets que nous allons voir aussi dans votre reportage, Samuel, avec un vrai sujet, puisque le sujet aujourd'hui pour nous n'est plus la question du télétravail, mais vraiment la question du pilotage du travail hybride, puisque c'est ce que nous vivrons en sortie de crise sanitaire que j'espère très prochaine. On souhaite que ça. Et Julien ? Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, Julien Clouet, je suis le fondateur de Little Big Connection. Et effectivement, je suis dans le future of work, on va dire, depuis la création de Little Big Connection 2014. Et voilà, cette envie aussi de pouvoir réconcilier un peu plus les grands groupes avec justement toutes ces nouvelles formes de travail. Et donc nous, on édite une plateforme logicielle qu'on vient déployer comme ça au sein des grands groupes. Les grands groupes peuvent venir déposer leur projet. Bien sûr, on s'intègre dans l'ensemble des process du client. Et derrière, l'ensemble de notre communauté, il y a un peu plus de 9000 sociétés et 250 000 ingénieurs qui peuvent venir finalement candidater, entre guillemets, à ces différents projets. Et donc, ça permet de manière assez fluide, enfin, c'est un peu l'objectif, de manière plus transparente et plus fluide, de venir reconnecter en fait ces grands groupes avec ces nouvelles formes de travail, comme je le disais. Donc, effectivement, c'est aussi un petit peu mon quotidien et je l'ai dans le sang depuis quelques années. Merci pour toutes ces présentations. Alors, vous le voyez, on est bien entouré et c'est pas un hasard que vous ayez été à mes côtés pendant cette année de création du documentaire. Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était en février dernier, donc il y a quasiment un an, et le terme Future of Work, c'était encore quelque chose qui était de niche. On n'en parlait pas encore autant comme on en parle aujourd'hui, et c'est devenu presque tendance mainstream, presque un peu de chance dans cette pandémie quand même, ça nous a apporté du bon de ce côté-là, on arrive au bon moment. Mais en même temps, ça grandissait depuis quelques années, on sentait que ça poussait, le Future of Work, c'est pas apparu juste avec la pandémie non plus. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça s'est accéléré l'année dernière évidemment, mais ces dernières années qui fait que ça a avancé déjà le Future of Work? C'est un sujet dont on parlait de plus en plus. J'ai passé un peu de temps, 12 ans aux États-Unis, et je me disais, le freelancing, ça doit pas vraiment marcher, parce que le monde du travail est tellement libéral là-bas, c'est tellement facile de virer ou d'embaucher quelqu'un qu'il n'y a pas tellement la place pour le freelancing. Et en faisant des stages, je me suis rendu compte qu'il y avait 50% des personnes, là encore IT Tech, qui étaient freelance,
qui étaient à côté d'employés, qui étaient tous gérés par les ressources humaines et non pas que fois par les achats comme dans notre vieille Europe. Et en fait, en fouillant, on se rend compte que la position de freelance, la position un peu future of work, c'était avant tout pour pouvoir choisir sa mission et pouvoir dire non pas par rébellion, non pas par côté un peu sauvage ou contre le système, mais tout simplement pouvoir au quotidien réaffirmer le plaisir de travailler pour quelque chose. Et je pense que quand les conditions extérieures changent, tout le monde se recentre sur ce qui est important dans sa vie et qui est un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle. Et donc, la pandémie a accéléré, mais c'était déjà un désir de pouvoir réconcilier dans sa tête, être heureux en se levant le matin. Et donc, c'est un mouvement de fond. Ça peut venir des jeunes générations ou des vieilles comme moi, peu importe. Mais au fond, il y avait déjà cette tendance de fond. Et si j'aimais les 10 heures par jour que je passe au travail. Oui, et puis il faut pas oublier qu'on sort quand même de crises économiques quand même un peu majeures qui ont révolutionné la façon dont le salarié se projette dans son avenir, dans son entreprise, et que du coup, là, je dirais la pandémie, elle vient mettre un point d'orgue à tout ça. C'est-à-dire que déjà, on a eu l'arrivée des millennials qui nous ont dit, mais là, vous êtes bien gentils, mais on va pas faire le même travail pendant 40 et quelques années dans la même entreprise, à côté de la même fenêtre, et en prenant le même métro tous les matins. Et là, les autres générations se sont dit, mais effectivement, c'est une bonne idée ce qu'ils sont en train de nous dire. Nous non plus, on n'a pas du tout envie de faire ça pour la suite. Et donc, du coup, je pense que les organisations, elles étaient déjà un petit peu sous tension avec ces souhaits de trouver du sens, de trouver de la perspective, de retrouver du goût dans son travail. Et donc, certains sont partis justement sur du freelancing, sur tout ce qui n'était pas le salariat classique, pour justement retrouver et du sens et de la liberté dans la façon d'exercer le travail. Et puis, je crois qu'en parallèle de tout ça, il y a aussi eu un accès plus facile, grâce à l'évolution des télécommunications, d'Internet, des moyens de travailler à distance ou de moyens de travailler pour plusieurs entreprises en même temps, qui ont fait que certains se sont dit, en fait, je peux vivre à 400 km de l'entreprise pour laquelle j'effectue ma mission. Je peux combiner, en effet, mon projet de vie et mon projet professionnel. Donc, je crois qu'il y a eu un alignement des planètes qui a fait que peut-être des rêves que certaines générations avaient est devenu possible grâce à tous ces éléments. Et surtout, il y a un changement, en fait, les grands groupes aujourd'hui, ils touchaient un petit peu ça du doigt, et puis finalement, la pandémie est arrivée là-dessus. On n'a pas eu d'autre choix, finalement, que de mettre ces populations en télétravail. Alors, c'est vrai que vous aviez déjà anticipé avec la Maïf, mais nous, on a beaucoup de clients qui, en fait, c'était non, nous, en termes de sécurité, c'est pas possible, vous comprenez non, là, de toute façon, non, moi, mes projets, ça sera jamais possible. Donc, et on avait ça régulièrement. Et puis, c'est arrivé, en fait, alors nous, on essayait de mettre cette petite musique depuis quelques années, mais c'est pas facile. Et finalement, hop, en 2 jours, tout s'est fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que oui, la productivité, elle n'a pas baissé, les gens se sont retrouvés. Alors, je vais pas passer le côté, c'est difficile de travailler à la maison, etc. Je pense qu'on a tous vécu aussi des phases un peu compliquées. Mais globalement, en fait, pour l'entreprise, ce qui devait être un choc et quelque chose d'impossible devenait possible. Et donc, comme tu disais, il y a aussi les outils qui nous ont aidés à aller beaucoup plus loin. Maintenant, on peut être beaucoup plus capable d'accéder à ce travail, de pouvoir à distance justement intervenir. Alors, on voit aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de, comme toujours, on est dans une extrême, et donc on était dans une extrême. Là, on repasse dans une autre extrême. Et finalement, ce qui va être bien, ça va être l'hybridation, ce que vous disiez. Et donc, voilà, c'est aussi ça le Future of Work. Je pense que tu as eu la chance de pouvoir. T'es peut-être un de ceux qui ont été chanceux de pouvoir le faire à ce moment-là, ce documentaire, mais il est, pour moi, essentiel. Il peut marquer un vrai début sur quelque chose qu'on touchait du doigt, mais qui va devenir de toute façon la norme. Je pense aussi que ce besoin du Future of Work, il était effectivement préexistant avant le Covid, mais le Covid n'a fait qu'accélérer ce besoin. Et je pense qu'il vient aussi structurellement d'une tension qui était devenue inacceptable, insoutenable, entre la rigidité ambiante et le besoin de flexibilité. Besoin de flexibilité dans nos vies personnelles, c'est ce que vous dites. Besoin de flexibilité aussi, purement pour un corporate. Et en fin de compte, moi, je te dirais que le chiffre qui me marque le plus, c'est que
6 ans, c'est la durée moyenne, c'est l'espérance de vie moyenne d'une boîte aujourd'hui dans le monde, sachant que c'était 20 ans il y a 60 ans, et que 6 ans, c'est aussi la durée moyenne d'un bail. Et en fait, quand tu poses ça, tu te dis, mais en fait, c'est fou, le monde dans lequel on est vit un rythme d'accélération, enfin une accélération structurelle qui ne fait qu'augmenter, et à côté de ça, on reste dans le même monde rigide. Et donc finalement, c'est aussi cette intensité tellement forte qui a explosé avec le confinement avec la crise sanitaire, et qui nous a donc fait réaliser que c'était évident qu'on ne pouvait plus l'accepter une seconde de plus. Aussi, je dirais, au-delà des façons de travailler, il y a aussi la prise de conscience, j'ai l'impression, que trouver un sens à son travail, pour les entreprises, c'est une source de performance, d'engagement du collaborateur, donc de meilleure performance. C'est un petit peu la même chose avec la diversité. Enfin, la diversité. Il y a eu beaucoup d'études assez récentes, finalement, qui ont prouvé que les entreprises plus diverses étaient plus rentables, on va dire, plus performantes. Et j'ai l'impression que les entreprises et les dirigeants se rendent compte aujourd'hui que un collaborateur, un salarié engagé est plus heureux, qu'il y a un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, plus équilibré, enfin meilleur, et plus engagé, plus heureux, et donc plus performant. Et finalement, c'est aussi peut-être cette prise de conscience au-delà des modes de travail que ça permet cet engagement et donc cette performance. Je dirais aussi que, en fait, le Future of Work, c'est le point de convergence de plusieurs tendances qui émergeaient depuis longtemps. À la Maïf, nous avions mis en place le management par la confiance depuis plusieurs années. Ça tombe bien, c'est un des axes du Future of Work. Et c'est un point aussi fondamental, cet aspect managériel, au-delà d'effectivement l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est comment est-ce qu'on pilote un collectif. Effectivement, la Maïf, c'est une entreprise qui a bientôt 90 ans. Donc, ça a une durée de vie beaucoup plus longue. Et du coup, c'est la réflexion, c'est comment est-ce que les acteurs internes sont épanouis dans le travail. Il faut savoir que dans notre entreprise, par exemple, l'axe épanouissement des acteurs, ça fait partie de la boussole de pilotage de l'entreprise, avec la performance durable, avec la satisfaction de nos sociétaires qui sont nos clients, l'épanouissement des acteurs et maintenant le bien commun avec l'entreprise à mission. Et quand je parlais de convergence, je pense aussi que tout le mouvement des entreprises à mission vient aussi rencontrer cette quête de sens des travailleurs, de se dire j'ai aussi besoin de savoir pour quelle entreprise je travaille et dans quel but ultime je travaille, et pas juste pour l'entreprise elle-même, mais pour un but aussi qui la dépasse un petit peu. Et c'est en ce sens aussi que la période que nous vivons aujourd'hui, avec un effet indéniable de la crise sanitaire qui a généré une accélération de certains sujets, mais aussi ces mouvements de fond qui, je trouve, sont passionnants et qui amènent un aspect extrêmement positif sur le futur du travail et beaucoup de choses à construire. Je crois qu'il y a aussi un élément, vous avez tous entendu parler de cet acronyme VUCA, l'environnement volatile, incertain, complexe, ambigu, qui fait qu'on est tous, on voit nos métiers évoluer, vous en parliez tout à l'heure, on voit que les compétences classiques ne suffisent pas, qu'on cherche beaucoup de soft skills et que c'est pas des compétences qu'on va avoir juste en promettant la stabilité, la sécurité du travail comme l'était le contrat de travail classique à la base, mais qu'il faut proposer en effet une mission, du sens, et que là on va pouvoir avoir accès à des talents qui vont mettre leurs talents à contribution pour réaliser une mission. Et je crois que évidemment il y a une accélération des changements dans notre organisation, notre environnement est de plus en plus complexe, mais qu'avec cette crise sanitaire, il y a une prise de conscience que ce que tous les thought leaders disaient, l'environnement va vite, ça change vite, faites appel à des talents flexibles, agiles. Soudainement, tout le monde se dit, ah bah oui, il va falloir qu'on accélère parce que cette réalité, elle nous bouscule maintenant. Et en effet, on n'est pas juste sur des compétences métiers classiques et on cherche des gens qui veulent s'engager pour un projet d'entreprise, une aventure. Et donc, ça demande aussi d'adapter ce qu'on propose à ces personnes-là. Oui, complètement. Et j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est que l'entreprise, elle n'a pas seulement un objectif de rentabilité et objectif économique, et que c'était le cas avant. Aujourd'hui, elle prend en compte plein d'autres dimensions, et notamment le bien-être de ses salariés, et même pas que des salariés, d'ailleurs de toutes les personnes qui composent, les fournisseurs, les clients aussi, tous ceux qui traitent à un moment donné avec l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Quand j'étais en école, c'était il n'y a pas si longtemps encore, il y a 2-3 ans, j'avais une vision affreuse du salariat. Je trouvais que c'était quelque chose de gris, de triste. Et puis ensuite, en voyageant, en rencontrant, en lisant, je me suis rendu compte que c'était qu'une partie du salariat, mais qu'il y avait
pas beaucoup pour l'instant d'entreprises, mais certaines qui le faisaient très bien et qui étaient capables d'offrir des conditions, un environnement de travail adéquat et de prendre en compte le bien-être et pas seulement la rentabilité économique. Et ça m'amène à me poser la question suivante, qui est qu'est-ce qui fait que demain, on va rejoindre une entreprise plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a simplement le salaire ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pourquoi je vais bosser pour une boîte? Et pas des questions de marque employeur, mais des questions de qu'est-ce qu'on va vivre au quotidien vraiment dans l'entreprise. Pas de ce que je veux afficher pour recruter, mais de quelle promesse je fais à une personne qui va me rejoindre. En fait, c'est qu'est-ce qu'on va vivre au quotidien et dans quel but, en fait, comment est-ce que mon travail s'inscrit dans un ensemble. Ça, c'est très important et toutes les études montrent que c'est vraiment la recherche de la compréhension de ma participation dans un ensemble et ça, c'est un point clé. Donc ça, c'est un premier point. Et puis aussi, cet ensemble, comment est-ce qu'il contribue à la société? Et je pense qu'on a un vrai enjeu, notamment par rapport au changement climatique. On oublie un petit peu aujourd'hui avec la crise sanitaire, mais il y a aussi des enjeux par rapport à toutes ces transformations où les entreprises ont aussi leur rôle à jouer. Donc ça, c'est aussi un des points clés. Je pense que ça sera une vraie attente des salariés d'aujourd'hui et de demain, en fait. Puis, c'est dommage d'opposer rentabilité économique et bien-être au travail parce que moi, je suis vraiment foncièrement persuadée que si on fait des choses qu'on aime et qu'on le fait bien, c'est forcément bénéfique pour la rentabilité de l'entreprise et sa pérennité. Donc, je pense que effectivement, on a trop tendance à séparer les deux, à avoir une vision purement chiffrée, purement économique des choses, alors qu'on sait qu'au moment où on libère les énergies, on réfléchit plutôt avec les collaborateurs, plutôt que de leur imposer des choses, mais d'avoir vraiment une implication et de les écouter dans la façon dont ils peuvent contribuer aux modifications de leur métier aussi. On a tout gagné. Et c'est vrai que les entreprises classiques à la française, en silo, où on détient le savoir et que le pouvoir est dans la détention de l'information, ça a complètement explosé avec les moyens de communication, avec l'ouverture qu'on a. Donc aujourd'hui, la personne qui a le plus de pouvoir, c'est celle qui diffuse l'information, c'est pas celle qui la détient. Et du coup, ça change complètement les équilibres. Et du coup, ça permet aussi d'ouvrir ce débat de qualité de vie au travail qui contribue à l'économique et pas qui est quelque chose qui coûte et pas quelque chose qui rapporte. Tu disais, Sam, que à l'école, en quelque sorte, on t'avait montré les travailleurs comme étant un peu une vie à laquelle tu n'aspirais pas. Et pourtant, même quelques générations avant, nous, on disait toujours, il faut absolument faire tes 5 premières années dans un grand groupe, tu auras ça sera marqué sur ton CV, juste en dessous de ta photo, tu auras le logo de là où tu as fait tes classes, entre guillemets. Ça va être dur, mais t'inquiète pas, c'est que 5 ans. Puis après, les 5 ans d'après, tu vas devenir manager, ça vaut encore, etc. C'est exactement ça. Donc, tu vois, ça n'a pas tellement changé, on te l'apprend encore à l'école. J'espère qu'on s'est mis d'accord ensemble qu'il y avait quelque chose à faire au niveau éducatif. Mais si on réfléchit un peu, on va quand même passer en moyenne par jour 12 à 14 heures pour son boulot. Si on prend la présence physique, les transports moyens et la prise de tête. Et on choisit son boulot suivant les habitudes dont tu parlais en 2 entretiens d'1 heure. D'accord? Et on va passer 4 à 5 heures par jour avec une personne qu'on aime quand on se met en couple, avec qui on fait une famille. Et donc que 4 heures. Et on va mettre 2 ou 3 ans à vivre ensemble pour savoir si ça colle. Il y a quand même un léger problème sur la répartition du bonheur et du temps à investir pour fouiller les choses. Donc, il faut trouver un boulot qui plaît, il faut un environnement, Quelquefois, les Américains, ils parlent du work wife et du work husband, tellement ils passent de temps avec l'autre. Mais alors, faut faire attention à pas non plus marcher sur les pieds des deux vies. Mais c'est hyper important que les 12-14 heures par jour qu'on va passer, ils soient beaux, ils soient choisis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais que si j'étais jeune aujourd'hui et que je devais choisir une entreprise, j'aimerais pas la choisir seulement sur contextuellement. Aujourd'hui, cette entreprise a déployé le télétravail. Alors, c'est le cas chez nous. Il y a peut-être 94% des gens aujourd'hui qui peuvent télétravailler. On a commencé il y a longtemps. Mais ça peut changer, ça pourrait changer. Moi, ce qui m'intéresserait, ce que je regarderais en priorité, c'est les valeurs de l'entreprise. Parce que ça, c'est censé ne pas changer. Il y a des modes en tout.
les modes, il y a des innovations managériales qui marchent moins. Je sais pas, moi j'aime bien l'exemple d'IBM qui avait généralisé le télétravail. On pouvait travailler de n'importe où aux États-Unis. Et puis finalement, on pouvait télétravailler 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 5. Et puis ils étaient un petit peu revenus en arrière ensuite en disant, non, finalement, on voit que ça bride un peu notre créativité, notre innovation. Et donc, si j'avais choisi cette boîte parce que je voulais télétravailler 5 jours sur 5, j'aurais été déçue. Si j'ai choisi cette boîte parce que mes valeurs sont en accord avec celles de la boîte que je choisis, j'ai plus de chances d'être épanouie et de trouver une satisfaction dans mon travail au quotidien. Parce que ça, c'est quelque chose qui va rester, qui est puissamment intégré à nos gènes en termes d'entreprise. Voilà, je choisirais plutôt sur les valeurs que les innovations managériales ou de mode de travail actuel. Parce que j'ai l'impression que c'est une vague de fond et qu'on va tous, comme tu le disais, que toutes les entreprises vont, avec cette révolution digitale, se mettre à ces nouveaux modes de travail et que la vraie différenciation, ça sera ça. Ce sera les valeurs que l'entreprise porte. Je crois qu'en parallèle de ces points, il y a aussi la vie dans l'entreprise, le quotidien, il y a la carrière, le métier. C'est-à-dire que tu disais, arrivé 50, en bas 50, tu deviens manager, ça fait rêver, je pense, plus grand monde. Et surtout, il y a une notion de qu'est-ce que va proposer l'entreprise pour développer ses talents. Et ça, c'est quelque chose, je pense, auquel moi, je ferais très attention si je devais choisir un employeur maintenant. C'est m'assurer que je vais pas être mise dans une boîte, qu'on va pas me dire, voilà, au bout de 6 mois, tu vas passer cet échelon, puis ce grade, puis cette étape, mais qu'on puisse vraiment écouter mon talent, mes aspirations, mes forces et développer un projet professionnel qui me corresponde. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est pas facile pour les entreprises de pouvoir faire ça. On va pas pouvoir proposer à chacun un poste catalogue. Toi, tu veux quoi? Ouais, super. Allez, on y va. Donc, ça demande de vraiment repenser sa culture d'entreprise, mais aussi, en effet, ses pratiques managériales, ses pratiques RH, ses politiques de rémunération, ses politiques d'évolution salariale. Mais je crois que c'est indispensable si on veut attirer des talents qui s'engagent sur le long terme dans l'entreprise. Oui, et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure des valeurs, etc. Je pense que ça, c'est un des points clés. C'est l'entreprise doit se concentrer sur sa raison d'être, en fait. Véritablement sur sa réponse à son écosystème et finalement la mettre en avant. Et par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux ne pas faire de marketing autour. C'est un peu comme pour l'écologie. Soit on est dedans à fond, on y croit, on est aligné en fait. C'est-à-dire que toute l'entreprise est alignée derrière cette raison d'être. Et ce qu'on fait, les actions qu'on fait, les actions qu'on prend, elles sont justement vers cette raison d'être. C'est là qu'on va créer une culture d'entreprise. Si c'est pas le cas, voilà, on sent en fait le désalignement et les salariés s'en vont. Et je pense que c'est le pire finalement, parce qu'on sait tous qu'en général, on est prêt à dépenser beaucoup économiquement, mais aussi en temps pour avoir les meilleurs. Donc, si c'est pour les faire partir quelques semaines après être arrivés, c'est un peu dommage. Complètement. Et je rebondis là-dessus. La sincérité, c'est un point clé. Et les salariés le ressentent. À la Maïf, on parle d'attention sincère envers et nos sociétaires et nos salariés. Et c'est effectivement un point clé, l'attention sincère dans la manière dont on les accompagne, dont on les fait grandir et la manière aussi dont on traite les sociétaires. Souvent, c'est un effet miroir. Et c'est aussi un point clé, c'est quelque chose qui est recherché aujourd'hui, effectivement, de venir le matin et de savoir pourquoi on se lève, pourquoi est-ce qu'on vient travailler, au-delà effectivement de l'aspect matériel des choses, parce qu'il faut quand même être clair, le travail sert aussi à assurer le quotidien. Mais au-delà de ça, effectivement, la raison d'être, pourquoi est-ce que je m'engage dans cette entreprise plutôt que celle-là, avec effectivement des modalités de travail qui vont devenir assez standards, avec cet effet accélérateur de la crise sanitaire. On a des fonctionnements dans des entreprises classiques, des fonctionnements en mode agile, des sujets très intéressants. À la Maïf, on a aussi une filiale qui s'appelle Maïf Startup Club, qui est la filiale qui accompagne le documentaire et qui avait publié un cycle comme un lundi au mois d'avril, donc qui s'intéresse aussi à ces aspects de
de futur du travail. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans les entreprises et les salariés le sentent en fait quand on a cette étincelle, cette étincelle au service d'une raison d'être. Oui, et je crois que c'est on va avoir de moins en moins d'entreprises qui vont rester grises avec ce salariat terrible d'avant et de plus en plus qui vont aller vers ce genre de fonctionnement. Et l'alignement est d'autant plus important pour les postes dont l'activité elle-même est pas très intéressante et pas passionnante et pas épanouissante. Mais par contre, l'environnement, l'alignement avec les valeurs, le fait qu'il y ait une sincérité et qu'il y ait une mission derrière qui dépasse en fait la tâche qu'on fait, fait que là, on peut avoir du sens. Et c'est pour ça qu'il y a plein de façons d'avoir du sens au travail. C'est pas forcément l'activité elle-même qui donne du plaisir et de l'épanouissement au quotidien. Dans le documentaire, je pose la question souvent aux intervenants de à quoi va ressembler le future of work. Et la réponse, elle est unanime, c'est il va être collectif. Et ils disent ça avec une forme de soulagement presque. Alors, on a hâte qu'il soit collectif ce travail. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, une entreprise collective, un travail collectif? Quand on a créé Comet, il y a eu quelqu'un qui a eu une bonne idée, je ne sais plus qui, de faire un Slack, donc on peut appeler ça un Team dans le monde Microsoft ou un WhatsApp dans le monde B2C, de faire un Slack pour que les freelances puissent échanger entre eux. Et je crois beaucoup au lieu de rencontres, y compris techniques, virtuelles, qui aident des personnes virtuelles ou physiques, comme c'est un peu le business model de l'autre Comet, d'arriver à avoir des lieux où on puisse se rencontrer, où on puisse avoir des bureaux virtuels qui puissent grandir ou diminuer. Nous, maintenant, on a 8500 personnes sur ce Slack, à tel point que Slack nous demande si on peut faire des témoignages, que c'est un des plus gros Slack techniques d'Europe. On le fait gratuitement. Il se passe des conversations absolument passionnantes, aussi bien sur des conseils de l'entraide. On pourrait se dire, ils sont tous avec un taux journalier, ils vont pas céder. Non, ils s'échangent des missions, ils s'échangent des tuyaux, ils se posent la question, là, je suis expert sur ça. Quelle techno je dois apprendre pour que dans 4-5 ans, je puisse changer de crèmerie et faire quelque chose qui me passionne, parce que ça fait 5 ans que je fais je ne sais quel type de langage de développement. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a un fort besoin de collectivité. À tel point, on verra ce qu'on en fait, mais on se demandait si on n'allait pas même l'open sourcer ou rendre ça en tant qu'association pour aider l'ensemble des gens à communiquer. Il y a une entraide énorme entre gens heureux. C'est aussi quand on perd quelque chose qu'on réalise à quel point on y tenait. Et l'année dernière, ce qui a bien caractérisé notre année, c'est qu'on a perdu cette capacité à être ensemble. Et en fin de compte, je trouve que spécifiquement, l'année 2020 nous a montré à quel point il y a vraiment 3 choses qu'on fait dans notre quotidien au travail. Il y a de la production qu'on fait seul. La production, on la fait seul. On est même mieux en étant chez soi parce qu'on n'est pas dérangé. Et ça, c'est génial. Il y a la collaboration qu'on fait à plusieurs et qu'on pourra de plus en plus faire avec des outils tech qui dépasseront largement les outils de visioconférence qu'on a aujourd'hui ou de messagerie interne. Mais il n'empêche qu'à un moment, on doit le faire ensemble dans un même endroit. Et ensuite, il y a tout ce qui est sociabilisation et la capacité à créer du lien, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on reste ou qu'on quitte une entreprise. Qu'on reste dedans ou qu'on quitte une entreprise. Et en fin de compte, c'est sûr que le futur du travail se doit être collectif, parce que on a réalisé à quel point c'était important. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'aimais beaucoup l'exemple que vous mentionniez d'IBM. IBM, il y a 20 ans, la raison pour laquelle ils sont revenus en arrière de cette expérience du tout télétravail, c'est qu'ils ont réalisé qu'ils étaient certes beaucoup plus productifs, mais qu'ils étaient beaucoup moins créatifs et que les gens, en fait, quittaient l'entreprise beaucoup plus rapidement. Donc oui, nécessairement, il se doit être collectif. Ensuite, ça ne veut pas dire que collectif, c'est 100% du temps collectif. Oui, puis le collectif, c'est pas uniquement le présentiel. Parce que justement, dans des organisations classiques en silo, vous êtes en présentiel, vous êtes en groupe, mais vous n'êtes pas en collectif. Vous appliquez une tâche, vous appliquez les process, vous le faites de façon limite mécanique. Or, ce qu'on est en train de vivre là, c'est justement une libération de comment on va co-construire en fait un certain nombre de choses. Alors nous, on a développé des méthodes d'innovation avec un lab innovation à l'intérieur de l'entreprise qui a justement poussé un peu les portes de ce management un peu classique. Alors c'est pas facile parce qu'au début on prend des outils innovants mais avec des gens pas très innovants en matière managériale, donc derrière ça prend pas toujours de façon hyper authentique comme tu disais tout à l'heure. Mais à force de pousser là-dessus et derrière de montrer une certaine exemplarité aussi dans l'ouverture de la cocotte minute, derrière, on arrive vraiment à faire du collectif, mais du vrai collectif, du collaboratif plus que du collectif finalement.
Et le collectif, ça permet aussi de résoudre des problèmes très complexes. C'est-à-dire qu'on va avoir une ressource beaucoup plus importante de talents qui va pouvoir réfléchir ensemble. Enfin, c'est prouvé, il y a eu plein de case studies là-dessus. Et pour moi, il y a un lien fort avec la diversité dont tu as parlé tout à l'heure. Je crois que c'est le collectif, le futur du travail, mais pour moi, le futur du travail, c'est aussi plus de diversité, plus d'inclusion, parce qu'on va pouvoir avoir des talents dans des géographies très variées, avec des backgrounds très variés. Et je crois que pour notamment tous les métiers sur lesquels nous on travaille, en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, c'est une chance énorme de pouvoir avoir des talents différents qui vont pouvoir faire évoluer les projets différemment aussi, puisque plus de barrières géographiques, etc. Donc, il y a un enjeu collectif, mais aussi de diversité, je crois. Et on est à une période aussi particulière, hein, la période où nous sommes là, ça fait presque 1 an qu'on est dans ce contexte de crise sanitaire, tout le monde est enfermé chez soi. Je pense qu'on a tous conscience que le télétravail, le travail à domicile de confinement, je vais l'appeler comme ça parce que c'est pas du vrai télétravail pendulaire, en fait, a bien fonctionné parce que les personnes se connaissaient bien avant. On a posé quelque chose de nouveau sur un socle qui était assez solide en termes de collaboration, de connaissance de l'équipe. Et tout le défi que nous avons devant nous, ça va être de faire fonctionner des collectifs en mode hybride, où finalement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, très peu d'entreprises qui ont vraiment connu un mode hybride avec les effectifs, la moitié du temps au domicile, la moitié du temps au bureau. Donc ça, c'est un premier défi. Et je pense que du coup, il va falloir trouver les clés pour faire fonctionner ces collectifs et pour recréer des moments où on a envie de se retrouver. Et c'est ça aussi l'entreprise de demain, c'est un endroit où on a envie d'aller pour retrouver des gens avec qui on construit des choses. Et on le sait tous, hein, le nombre de problématiques résolues ou le nombre d'idées que nous avons eues en croisant par hasard quelqu'un dans un couloir, ça forcément, c'est impossible quand on est à la maison devant son écran, parce que vous cliquez pas par hasard sur un lien Teams. Et ça, c'est quelque chose qui manque effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. On se rend compte que ça nous manque vraiment de voir les collègues, et pas forcément pour produire quelque chose, mais effectivement pour créer, pour imaginer, pour avoir des idées aussi par hasard. Vive la sérendipité. Et alors, on parle quand même pas mal de collectifs, finalement, d'individus entre individus. Mais il y a aussi vraiment l'entreprise qui doit agir comme un collectif avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, avec doit agir en réseau en fait. Et donc c'est aussi, pour moi, quand on parle, le Future of Work sera collectif, c'est aussi de mettre ça au milieu de la table, de se dire, oui, c'est sûr qu'on va avoir besoin de se retrouver, on va avoir besoin d'être ensemble, la créativité est là, mais les entreprises prennent vraiment conscience de cette importance finalement d'être dans une entreprise étendue plutôt que d'être en silo comme ça pouvait être un petit peu plus le cas. Voilà, si on prend un Danone par exemple qui veut enlever le plastique autour de ses bouteilles, ou en tout cas l'utilisation du plastique, et qui trouve des petits points de colle pour pouvoir associer l'ensemble de ces bouteilles, effectivement, ça c'est quelque chose qui est venu de leur fournisseur, qui n'est pas venu de l'entreprise en elle-même. Donc c'est vraiment cette capacité en fait à agir en réseau, à agir en collectif, et à faire en sorte que l'intelligence se retrouve à cet endroit-là et d'être capable de la capter. On a évoqué brièvement le fait qu'on allait plus se réunir de la même façon, et que là, l'enjeu, c'était de pouvoir se réunir, parce que le premier confinement a bien marché parce qu'on se connaissait déjà. Là, maintenant, on va accueillir de nouvelles personnes dans les entreprises qu'on ne connaît pas encore forcément. Il y a un turnover qui fait qu'on va pouvoir accueillir à distance. Qu'est-ce que vous, chacun dans vos entreprises, vous allez garder de cette accélération de la pandémie sur du moyen long terme? Est-ce que vous avez déjà pris des décisions sur à quelle fréquence on va se réunir? Où est-ce qu'on va se réunir? Est-ce que le domicile devient un lieu de travail? Est-ce que c'est une solution temporaire? Est-ce qu'on se regroupe dans des bureaux? Est-ce qu'on va dans des tiers-lieux? Est-ce qu'on va dans des espaces comme Comet Meetings, ou dans des espaces de coworking, ou dans des cafés quand ils réouvriront un jour? Est-ce qu'on part travailler à l'autre bout du monde? Comment est-ce que ça va se passer chez chacun d'entre vous? Oui, nous, on a effectivement déjà réfléchi à ça. Donc, effectivement, ce mode de travail hybride, télétravail, et puis travail dans nos locaux, et peut-être des tiers-lieux, mais surtout avec l'idée que on viendra au travail si ça nous apporte quelque chose de plus que ce qu'on fait à la maison. Et qu'est-ce que c'est le plus? C'est le collectif, c'est le collaboratif.
Donc nos locaux, nos futurs locaux, on est en train de les aménager, et nos locaux, une partie de nos locaux actuels, ils sont étudiés pour donner envie aux gens de venir d'abord, pour ensuite travailler ensemble, avoir des espaces, comme tu disais, collaboratifs qui permettent l'innovation, qui libèrent la créativité des collaborateurs, et donc un, donner envie, et deux, les concevoir totalement différemment de ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux de collaboration, de créativité, de transversalité. Plus que collectif, moi j'ai l'impression qu'on a toujours été collectif, enfin, que la société, en tout cas dans les entreprises, on est bien sûr un collectif. Plus c'est le futur du travail, pour moi, c'est plus la transversalité, ce que tu disais, c'est-à-dire la diversité. Comme dans les sciences, on dit qu'on va avoir beaucoup de progrès scientifiques parce que la neurologie va parler à l'économie. Voilà. C'est pareil, pour moi, le futur du travail, c'est plutôt ça, c'est cette collaboration on se rencontre de deux départements différents alors qu'on ne se voyait pas avant. Et donc, pour faire ça, pour créer ces rencontres, il va falloir donner beaucoup plus envie aux collaborateurs de venir faire ça plutôt que de rester chez eux. Donc, c'est notre stratégie. Notre vision, elle est simple et elle n'est pas biaisée par notre activité, mais c'est que le futur du travail, c'est un moment, lorsqu'il est au bureau, qui est un moment de réunion. Et ça veut dire que c'est une réunion à laquelle on participe, qui est la réunion géniale ou la réunion chiante. C'est un moment de rassemblement. Et quelqu'un qui viendrait au bureau toute une journée sans parler à personne et sans soit être réceptif à cette sérendipité, soit être dans la collaboration, c'est peut-être qu'il n'a pas de place chez lui, mais dans ce cas, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui manque dans la stratégie immobilière de la boîte. Et c'est peut-être qu'il lui manque un tiers-lieu de travail à côté de chez lui. Donc nous, notre vision, et ce qu'on va s'appliquer naturellement, c'est que le moment au bureau sera un moment de rassemblement, un moment de travail et un moment d'échange. Et ce qu'on va faire en sorte, ce qu'on a lancé pendant le confinement et confinement numéro 1 qu'on va pérenniser, c'est aussi la capacité à désiloter l'organisation en se disant que lorsqu'on est réceptif, lorsqu'on est un jour de rassemblement et qu'on est réceptif à rencontrer d'autres personnes, c'est comment est-ce qu'on arrive à casser ces silos qui se créent même dans une petite boîte de 100 personnes comme la nôtre, mais comment est-ce qu'on arrive à forcer la rencontre entre deux personnes d'équipe qui ne seraient jamais rencontrées. Donc comment est-ce qu'on vraiment crée ce moment machine à café, même structurellement? Nous, on avait pris l'habitude d'être directement ouvert au télétravail à 100%. On a des équipes un peu partout, plutôt en France, ou du moins sur des frontières pas très très lointaines. Et par contre, on s'est rendu compte qu'on était un peu obligé à l'époque, ça a un petit peu changé, on était un peu obligé de se forcer à prendre un rendez-vous pour pas oublier les autres. Donc, par exemple, tous nos remotes, quand on embauche quelqu'un et on a des Bordelais, des Corses, des Marseillais, on leur paye systématiquement un voyage tous les mois pour venir quelque part en France, généralement région parisienne. On loue une ferme comme ça, où on tient à 50, et on fait un événement de 2-3 jours qui est moitié boulot pour participer à des réflexions sur la culture de la société, par exemple, ou sur des points précis par petits groupes de travail. Et l'autre moitié, c'est que pour avoir du plaisir. C'est-à-dire, c'est des jeux, c'est des blagues, c'est pour se forcer à faire quelque chose. Donc ça marche pas mal, sauf qu'en ce moment, ça marche moins bien. On les a essayés en virtuel, on a appelé ça, plutôt qu'appeler ça des off-site, on a appelé ça des in-site. C'est moins fun. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses qui s'appellent par exemple les donuts. Ça répond à ta question qui était comment je peux cliquer au hasard sur un collaborateur. Sur notre Slack interne, pas celui des freelances, on tire au sort chaque jour un couple de personnes et on leur demande de partager un donut ensemble. Donc, virtuellement, c'est assez dur parce qu'on ne peut pas le séparer en deux. Et ils sont obligés, s'ils le veulent, de passer 10 minutes, un quart d'heure pour parler de sujets non liés au boulot. Ça redérive toujours sur le boulot, mais qui t'es, t'as combien d'enfants, etc. Et donc, on fait ça. Donc, en moyenne, on a 5 par semaine chacun. Et ça, on va vraiment le garder parce que c'est une bonne manière d'inclure les remoteurs, comme on les appelle, c'est un mot horrible, mais surtout de forcer un petit peu à se voir ce qui est la rencontre de couloir, la rencontre de machine à café. À un moment, on a essayé de mettre Discord, qui est ce soft, qui est normalement plutôt pour les jeux vidéo, pour faire une vraie machine à café. C'est bien, mais il manquait aussi quelque chose. Déjà, moi, il me manquait le café. Et puis, c'était pas facile parce qu'adresser la parole à quelqu'un, on sait tous que c'est pas forcément facile en soirée. Et si en plus on voit pas le visage et si on n'a que le son, c'est pas facile. Donc on a gardé plein de petits tuyaux, on pourrait presque en faire un bouquin, de plein de petits détails pour justement forcer ce lien social. Et les temps forts, on vient de prendre des locaux plus grands.
et on les redécore presque aussi jolis qu'ici, de façon à ce que ce soit des temps forts où les gens viennent venir. Et là, on se met à gérer une liste dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a une liste d'attente des teammates pour qu'ils puissent venir travailler au bureau. Parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu où ils sont bien. Il y en a certains qui sont dans des shops de bonne où le lit sert de machine à repasser, de travail, de table. Enfin, bref. Donc maintenant, on a ce problème dans l'autre sens. Donc on va garder ces habitudes d'avoir des lieux de vie, des tierces lieux, comme tu les appelles, un peu boulot, un peu amusement, et puis un peu partout en province. De notre côté, c'est un peu tout ça aussi. Évidemment, on réinvente pas la roue, on essaye d'apprendre aussi des bonnes expériences. Je trouve que ce sera très intéressant l'idée du donut. On va voir si on peut faire ça. Mais ce qu'on va faire en plus, je crois, c'est essayer d'ouvrir nos tiers lieux ou nos bureaux à notre écosystème. Et donc de saisir cette opportunité pour aller plus loin. Nous, le télétravail, c'est vrai que ça faisait longtemps, un peu comme chez toi, que c'était implémenté, etc. Mais c'est essayer de se dire comment aller plus loin, l'ouvrir à l'écosystème, travailler avec un client à côté de nous, etc. Puisque maintenant, nous sommes beaucoup plus nombreux à profiter des bureaux comme ceci, à travailler dans des espaces de coworking, etc. Donc, c'est aussi l'opportunité de travailler avec d'autres personnes. Mais en tout cas, la notion clé, ce sera le choix. Que chacun a le choix de où il veut travailler et de à quelle fréquence il veut travailler au bureau. Alors, je suis pas complètement, on n'a pas complètement atterri, je pense, sur le modèle hybride, honnêtement. Déjà, pour la première raison, c'est qu'on l'a pas vécu vraiment, le fameux modèle du travail pendulaire domicile-bureau. Je suis pas complètement convaincue que le collectif, c'est forcément au bureau et l'individuel, c'est forcément à la maison. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin, par moment aussi, que ce soit dans la journée ou certaines journées, d'aller au bureau pour se concentrer. Parce que peut-être que les conditions domicile permettent pas cette concentration à ce moment-là. Et on sait très bien qu'il y a des réunions en collectif qui se passent très bien quand tout le monde est en hybride, enfin à distance. Et qu'on a déjà eu des réunions extrêmement efficaces sur Teams, heureusement, depuis 1 an. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une équation à trouver avec quand même un point clé pour moi, et c'est important d'avoir des collectifs engagés pour la dynamique d'une entreprise, pour la raison d'être de l'entreprise. Et du coup, tout l'enjeu, ça va être de trouver les moyens à la fois, effectivement, d'intégrer les nouveaux dans un collectif. Et on le voit, ça prend plus de temps en mode hybride. On l'a vécu entre les 2 confinements. Il y a plus d'énergie pour le manager, il y a plus de temps pour s'adapter dans la culture de l'entreprise. Voilà, c'est un fait. Donc du coup, comment faire en sorte que les salariés se retrouvent dans un collectif et ont envie de se retrouver au bureau? Parce qu'il y a quand même du temps de trajet, voilà, il y a des choses, il y a des bénéfices quand même au télétravail. Et du coup, qu'est-ce qui fait que on crée un attachement à être dans une équipe? Vous savez, c'est tous ces moments clés qu'on vit en disant, en ayant partagé certains défis, voire certaines galères. Je pense que dans nos collectifs, dans nos entreprises, on s'en souviendra tous de la galère de la Covid-19. Donc voilà, ça crée quand même une certaine émulation. Et toute la clé, ça va être de garder ou de créer des nouveaux moments d'émulation pour avoir des collectifs dynamiques qui arrivent à intégrer le côté on se voit pas toujours, les moments où on se voit, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un schéma. On a en fait, on associe beaucoup Future of Work avec télétravail, etc. Enfin, en fait, c'est juste un tout petit bout. Et finalement, chaque personne va avoir sa relation un petit peu particulière par rapport à ça, en fait. Comme tu disais, Eric, on a, nous aussi, on a des jeunes qui démarrent, qui n'ont absolument pas envie d'être chez eux. Et donc, finalement, s'ils pouvaient être au bureau tout le temps, ils seraient au bureau tout le temps. Et à côté de ça, on a des gens qui vont avoir des enfants et qui, comme ça peut m'arriver, de temps en temps, le mercredi, je suis très content d'être au bureau parce qu'effectivement, c'est compliqué de travailler aussi à la maison. Donc, il faut être capable d'avoir cette... ce curseur, finalement, une nouvelle offre de service
même. C'est par exemple le fait de pouvoir mettre en place un système de leasing sur des objets de bureau, etc., qu'on va pouvoir prendre pour chez soi. Et d'apporter cette composante, mais c'est pas une obligation, c'est quelque chose qui peut être mis à disposition par l'entreprise. C'est vrai que nous, on a eu un petit peu comme ce que le côté Donuts, on a un channel pause café par exemple sur le Slack où tout le monde peut venir se connecter. Et donc effectivement, c'est sympa de pouvoir rejoindre quand il y a une quinzaine de personnes, d'accéder finalement en même temps à la conversation et de reprendre le sujet en route. C'est organiser des grands Pictionary, vous voyez, les jeux où on fait des dessins, etc. Donc ça se prête très bien, par exemple, au côté virtuel, parce qu'on est tous sur nos écrans et donc on se rend bien compte qu'on dessine n'importe quoi. Et donc c'est se réinventer un petit peu pour essayer de remettre ce collectif au cœur. Mais par contre, je pense qu'il vaut mieux qu'on évite d'avoir un schéma unique. C'est plutôt une mosaïque de plein de petites choses. Alors, chez nous, ce qu'a apporté en fait cette crise, c'est qu'on a vu que c'était possible de faire du télétravail. Alors, on avait un accord télétravail depuis longtemps sur les postes sièges, mais on a un réseau d'agences important. Et c'est vrai que sur les postes en contact, en fait, c'était jusque-là pas possible. Donc, je pense que ça a vraiment fait aussi évoluer la façon dont on pouvait regarder nos métiers. Alors, bien sûr, on est toujours avec des agences et des postes en contact, mais avec une autre façon aussi de concevoir l'équilibre de ce métier-là et la façon dont fonctionnent en fait les organisations. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va garder, qu'on va creuser, on va trouver une nouvelle façon en fait de travailler probablement. Et puis, je pense que ce qui va surtout bouger, c'est les méthodes de management, parce que justement, on est obligé de faire bouger le manager de proximité, qui n'est plus forcément en proximité, justement. Et ça, c'est aussi culturellement quelque chose qui est assez compliqué et qui doit s'accompagner pour arriver vraiment à avoir, là encore, du collaboratif, du collectif, et que quand on se retrouve, c'est vraiment pour quelque chose. Et la dernière chose, je pense qu'on va garder aussi, c'est que parfois sur certains sujets, ça pouvait être un peu parisien parfois, parce que le siège est à Saint-Denis, et que du coup, c'était parfois plus facile d'impliquer en fait des gens d'Île-de-France, c'est moins coûteux, ça va plus vite, etc. Et là, on a du coup, je pense, pu ouvrir beaucoup de choses, des groupes de travail à distance, avec des sous-groupes de travail, et on peut du coup accueillir beaucoup plus de monde dans les réflexions, et c'est du coup beaucoup plus riche. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui va perdurer, même si on va pouvoir bientôt, je l'espère, se réunir pour de vrai comme on le fait là. Et on était tous très contents d'être là pour de vrai. Je pense qu'on sera très, très contents de le faire dans nos entreprises. Mais cette partie virtuelle, finalement, elle nous aide, et elle peut, quand tout n'est pas tout virtuel, mais elle peut justement être une source de créativité. Complètement d'accord. Je crois qu'on a défriché pas mal de sujets qui sont ultra complémentaires par rapport à ce qu'on va voir dans le documentaire après. Pour conclure cette table ronde, j'aimerais vous poser une question qui est plus personnelle. Alors, on sort de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous donne du sens dans votre travail au quotidien? Parce que c'est de ça dont il est question dans le documentaire. C'est le rapport de soi par rapport à son travail. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie tous les matins et donne du sens à votre travail? Je vais me lancer. D'un coup, il y a un peu moins de monde. Non, mais moi, en tant qu'entrepreneur, moi, ce que j'adore, c'est donc c'est construire déjà, ça c'est sûr, et c'est faire grandir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça se voit peut-être, je sais pas d'ailleurs, mais quand on a des gens qui arrivent, quand on les voit grandir dans l'entreprise, quand on voit que, il y en a qui font des choses un peu extraordinaires et que j'aurais jamais pu faire. À leur place, je suis assez vraiment fier de ça, et c'est vrai que de se lever et le matin et de se dire voilà, on a encore des choses à construire, il y a ces personnes-là qu'il faut pouvoir faire grandir, c'est une vraie satisfaction en tout cas.
Alors, pour moi, comme pilote de projet, ce qui me fait me lever le matin, c'est la sensation de changer un petit peu le monde à mon niveau. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, le fait de faire évoluer les choses, de construire, de créer et de créer ensemble, puisque quand on pilote des projets, que ce soit le télétravail précédemment ou l'organisation du temps de travail ou le futur du travail, c'est de faire bouger les choses en collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant et le faire dans une entreprise comme la Maïf, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté. Je pense que l'ensemble des salariés de l'entreprise ont été extrêmement fiers, notamment il y a un an quand la Maïf a restitué 100 millions d'euros à ses sociétaires. Et c'est aussi à travers ces exemples qu'on sent vraiment la sincérité de l'engagement d'une entreprise comme celle-là. Donc, c'est deux choses qui me font me lever le matin. Alors de mon côté, c'est un peu ce que tu disais aussi. C'est-à-dire que c'est développer, construire une entreprise, mais pour moi, il y a une notion forte de liberté. Moi, mon vrai moteur, c'est de libérer notre organisation, libérer d'autres organisations, libérer les formes de travail, libérer les talents. Enfin bref, tout ça, ça me parle. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui dit, voilà, c'est génial, j'ai pu contribuer à ce projet, j'ai pu contribuer à l'entreprise au-delà de mon poste, et ça m'a boosté. Et ben moi, ça me booste, voilà, tout simplement. Moi, pour tous ceux qui aiment la voile, c'est prendre un bateau qui a tendance à devenir un peu de plus en plus gros, et on est quelques copilotes, et être capable de dire, il y a un nouvel jour qui se lève, on se lève peut-être à l'aube ou peut-être dans la nuit pour des questions de marée, ou quelle que soit la raison, et on va avoir une aventure, le temps va être beau, le temps va être moche, ça va cogner, comme on dit, au contraire, on va prendre des bières sur le hamac à l'avant parce qu'il n'y a pas de vent, et que chaque jour, on arrive à co-construire ça ensemble, quelquefois en s'arrêtant dans un port parce qu'il y a un équipier qui supporte plus d'avoir le mal de mer. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont rentrer parce qu'ils ont entendu parler du bateau, comme quoi c'est à la fois fun et grandissant. Ce mot ne doit pas exister. Donc, faire grandir une équipe vers un projet commun en disant, on a une route, on a fait un peu, de temps en temps, ça ressemble un peu à une carte du pirate avec des endroits, aller découvrir des endroits ou des endroits inaccessibles ou dangereux. Mais vraiment emmener une équipe vers un projet commun. Dans le cas d'une autre, c'est réenchanter le monde du travail et le faire en commun et avoir des gens qui suivent et qui prendront la relève dans quelques temps. Alors, moi, l'une des choses qui me fait me lever le matin, c'est le sentiment de contribuer à faire changer les mentalités. Que ce soit dans mon entreprise ou dans mes engagements associatifs, en fait. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est diversité, égalité femmes-hommes. Et le fait qu'il y ait des petites choses qui avancent, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais d'avoir le sentiment que chaque jour, il y a une petite chose qui avance, et une petite chose qui avance pas, il n'y a pas que moi, parce que sinon, effectivement, à la limite, je serais assez satisfaite certainement de ce que je fais, même si on n'est jamais satisfait de ce qu'on peut faire en la matière, mais c'est de faire en sorte, c'est de mettre les autres en mouvement, et de mettre les autres en mouvement collectivement, et de faire en sorte que on ait de plus en plus d'ambassadeurs qui derrière font ce petit changement de mentalité, ce petit changement de comportement, et ça passe par des changements de comportement managériaux, par l'exemplarité, par tout un tas de choses. C'est ça qui me fait lever le matin. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à me lever le matin. Je suis pas du tout du matin, mais quand j'arrive à me lever, non, je me lève quand même. Le soir. Pardon ? Ou ne pas se coucher le soir, ça marche aussi. Il me laisse exprimer aussi ma créativité, voilà, qui est une certaine liberté. C'est le cas dans l'entreprise où je travaille, donc je suis heureuse d'aller au travail tous les matins, parce que je me sens utile et on me permet de créer, d'innover. Voilà. Bon, écoutez, pour reboucler la boucle avec ce que tu disais au début, moi, ce qui m'énergise le matin, c'est justement de me dire que cette image qu'on pouvait tous avoir, en tout cas que j'avais, de ce monde du travail qui était un monde, j'aime bien l'image assez gris, qu'en fin de compte, il n'y a pas un monde, du travail, tout comme il n'y a pas un modèle, il y en a plusieurs, et avoir la possibilité, soit à son niveau et ensuite avec toute une équipe, de créer le modèle qui nous va, de créer l'ambition
de donner l'ambition qu'on a envie de se donner, et ensuite d'y arriver tous ensemble. Mais de se dire, en fait, rien n'est préécrit, il n'y a pas de prédestination, et juste on a envie de faire comme ça, on le fera comme ça, on se gamellera probablement un peu, mais in fine, si on met la bonne énergie, bah, on y arrivera. Merci Victor et merci à toutes et à tous. Quand on vous écoute, le travail n'est pas si gris. En tout cas, on a envie d'aller travailler. Et puis, je crois que c'est ce qu'on va essayer de montrer aussi avec le documentaire dans un instant. Avant qu'on lance la projection, je vais peut-être appeler l'équipe de Com qui l'a réalisé avec moi pour le présenter. Guillaume, tu veux peut-être venir dire un mot parce que j'étais évidemment pas seul sur ce projet. J'avais besoin de réalisateurs et pas de quelqu'un qui sache seulement tenir la caméra, mais de personnes qui comprennent la vision du travail, la partagent et avaient envie de participer. Donc Guillaume qui a travaillé de près sur le projet et vous allez voir Florent et Guillaume aussi qui sont les co-réalisateurs et Harold, le CEO de Com. Merci Samuel de nous donner la possibilité de faire un petit mot juste avant de voir le documentaire. Je suis très fier d'être entouré là de la petite équipe qui a réalisé et produit, écrit pour ta part Samuel, le documentaire Work in Progress. On a eu beaucoup de retours justement, pas mal de personnes l'ont déjà vu et t'ont demandé combien de personnes étaient derrière ce documentaire. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais du coup, quand tu leur as répondu qu'on était 4-5, ça a été un peu une surprise pour tes interlocuteurs. On a dû rajouter quelques personnes dans le générique, ça faut pas le dire, pour pour le rendre assez long. Plus sérieusement, la petite histoire, elle débute il y a un peu plus d'un an. En janvier 2020, Samuel lance une petite bouteille à la mer sur LinkedIn, plus particulièrement, à la recherche d'un super réalisateur. Et on a été mis en contact par une connaissance commune, freelance évidemment, Future of Work. Et première rencontre, coup de foudre avec l'équipe. Tu cherchais un réalisateur, on parlait beaucoup de collectif tout à l'heure, tu as trouvé une équipe. Donc Florent Vinouz et Guillaume Maugin qui sont les deux co-réalisateurs. T'en cherchais un, t'en as eu deux. Harold Gardas qui est aussi cofondateur de Com avec Florent et moi en troisième associé. Très rapidement, Com, c'est à la base une agence qui a pour le but de faire rayonner les entreprises par la vidéo créative qui sort un peu des sentiers battus. Et merci pour ta confiance parce que on n'était pas les plus réputés sur la partie documentaire. Pour le coup, on a Flo et Guillaume qui ont pas mal d'expérience dans ce domaine, mais on était plus réputés sur de la vidéo, de la pub, etc. Et puis un an après, on est super fiers de pouvoir projeter ce documentaire en avant-première après une dizaine de sessions de tournage à travers l'Europe, après plus de 400 heures de post-production, quasiment à 98% effectuées par Florent. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon visionnage, quasiment 1 heure de bonheur et d'inspiration, on espère, avec ces 2, 4, 6, 8, 9 intervenants qui nous mettent une bonne claque. Et puis, on espère aussi que la partie réalisation, esthétisme vous plaira parce qu'on a pris vraiment un vrai bonheur à réaliser ce documentaire. Merci Guillaume et merci pour la confiance. On peut lancer le documentaire maintenant et puis on se retrouve dans une petite heure pour en parler. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans l'onglet. Mais je vous invite à mettre l'écran en grand. Vous ne regardez peut-être pas sur grand écran. Vous avez une petite croix en haut à droite de l'image et vous mettez l'écran en grand pour regarder le documentaire comme si vous étiez sur une plateforme. À tout à l'heure. Merci d'avoir suivi le documentaire. On est de retour, j'espère que ça vous a plu. Je suis avec l'équipe de Com, donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On a l'ordinateur juste devant nous. J'ai vu que vous avez réagi sur des discours qui étaient poignants, notamment celui de Joriam. Je voyais des petits cœurs bleus qui passaient. Merci pour vos réactions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On va y répondre en direct, peu importe ce sur quoi c'est. Et puis d'ici une petite dizaine de minutes, vous aurez la possibilité aussi de débriefer avec les partenaires du documentaire dans différentes sessions qui étaient en train de regarder le documentaire là et puis qui vont aller s'installer dans des petites salles pour vous y répondre. Ah, et on a Joriam qui dit qu'il est mon père. Eh ben, je veux bien être adopté. Et je sais qu'il parle français et nous entend, même s'il a parlé anglais dans le documentaire. Et il y a mon vrai père qui regarde, donc peut-être qu'ils vont se battre dans les commentaires.
Sinon, le documentaire, donc pour l'instant, c'est une avant-première. Il va être disponible en ligne dans les prochaines semaines sur des plateformes en France et à l'étranger. On vous tiendra au courant. La meilleure façon pour suivre tout ça, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux ou d'aller faire un tour sur le site whipdocumentary.com. Est-ce que les intervenants sont là? Alors, il y a certains intervenants qui nous regardent et qui parlent anglais pour la plupart, donc qui ne comprennent pas bien ce que je dis en ce moment. Mais non, ils sont pas présents dans la salle, les intervenants. Vous pouvez les retrouver tous sur le site ou sur les réseaux aussi. Et si vous avez envie de leur parler, ils sont assez accessibles et ils auront plein de choses à vous raconter super intéressantes. Et ceux de la table ronde, oui, ceux de la table ronde, les intervenants, ils sont là. Si vous avez une question pour quelqu'un en particulier, peut venir ici pour prendre la parole sans problème. Et puis sinon, vous allez pouvoir les retrouver dans l'onglet Session, juste à côté, sur la gauche de votre écran. Vous cliquez sur le logo qui vous intéresse. Ils y seront d'ici une petite dizaine de minutes. Peut-être même que c'est déjà le cas pour certains. Alors, je lis à haute voix. Bonjour, j'ai une question. Dans le reportage, les freelances qu'on peut voir travaillent souvent dans des entreprises classiques, mais beaucoup passent aujourd'hui par des intermédiaires. Oui, il y a des tas de façons de travailler en freelance. Il y a des intermédiaires qui sont alors, avant, il y avait uniquement des ESN, des cabinets de recrutement, et puis aujourd'hui, on a des plateformes, et puis on a aussi d'autres intermédiaires auxquels on pense pas forcément, mais des amis, des groupes Facebook, des Slack, et beaucoup d'entraide. On parlait dans la table ronde de communauté. Il y a plein de façons de trouver des missions, et de plus en plus, les entreprises, elles se dotent d'outils pour gérer en interne. Elles collaborent avec tout l'écosystème des grands cabinets, toujours des ESN, et puis des tas de plateformes, d'outils pour travailler avec les indépendants. Et heureusement qu'il y a ces intermédiaires parce qu'au-delà de jouer un rôle de mise en relation, ils jouent aussi un rôle d'éducation et d'accompagnement à la fois du côté des indépendants et du côté des entreprises. Et vont y répondre dans les sessions ou même si vous leur écrivez sans souci, c'est leur quotidien. Oui. Bonjour, j'ai une question pour toi, Sam. Comment tu as fait pour choisir tes intervenants dans la projection il y a un peu plus d'1 an? Plein de noms auraient pu apparaître au générique. Pourquoi ces 9 personnes-là? Et quand je suis venu vous voir, j'avais une idée précise de ce que j'avais envie de montrer dans le fond du documentaire. Mais c'était en fait une sorte de... Mon scénario, c'est une sorte de gros article d'une 20aine de pages à l'époque. Et après, on a cherché des personnes qui représentaient ce qu'on avait envie de montrer et qui incarnaient bien la réflexion qu'on avait envie de faire passer à l'écran. Et alors pour certaines, c'était des personnes que je connaissais, que j'avais déjà rencontrées dans mes expériences précédentes, ou d'autres que je suivais depuis longtemps sur les réseaux. Et l'avantage d'un documentaire, mais c'est le cas aussi d'un podcast, d'un article, c'est qu'on s'offre du temps avec des personnes qu'on adore, qu'on admire, qui ont forgé notre vision du travail. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance de passer ces journées de tournage avec elles. Et donc, c'était du plaisir de les avoir. Et puis, c'était généralement pour tout ce qu'elles avaient fait auparavant sur le Future of Work et le fait qu'elles puissent incarner. On a dans le documentaire des personnes qui ont une posture plus d'experts, mais la plupart, elles incarnent et elles ont vécu cette transition. Et c'est ça qui fait que c'était passionnant. Il serait intéressant de montrer le documentaire dans les écoles et de le plus jeune âge. Je suis tout à fait d'accord. S'il y a des écoles qui nous regardent, moi j'aurais adoré qu'on me montre que le travail ça pouvait être sympa et de plein de façons différentes. Donc ça va être effectivement une très bonne idée. Et j'espère qu'on va pouvoir faire une tournée dans les écoles en présentiel, en hybride ou à distance. Effectivement, c'est une très très bonne idée. Et comment est-ce qu'il va être diffusé ce documentaire? Eh bien avec une plateforme, peut-être même plusieurs plateformes. On est en discussion avec plusieurs d'entre elles en France et à l'international. Et on va le savoir bientôt là dans les prochaines semaines qui sera le diffuseur et pour suivre ça vous recevrez peut-être un email pour vous tenir au courant, mais sinon le mieux c'est d'aller suivre sur les réseaux sociaux et sur le site. C'est une question de jour pour l'annonce.
Question fort intéressant, mais terriblement focus sur les travailleurs du savoir et de la connaissance. Cela ressemble à un futur au revoir pour certains et pas les moins éduqués. Que cela vous évoque-t-il ? C'est vrai, et on a tendance souvent à dire que le future of work, c'est certainement pour certains privilégiés, mais Laetitia, elle dit en intro directement, it's not just for the privileged few. J'ai les répliques qui me viennent en tête parce que je l'ai vu 300 fois, mais je pense que le future of work, au contraire, il nous donne l'opportunité de quitter cette opposition entre ceux qui peuvent se poser la question de quel est le sens de mon travail et ceux qui ne peuvent pas, et que au contraire, quand on voit au milieu du reportage la passion economy avec Johan qui écrit sa newsletter et puis avec YouTube Hugo, au contraire, le future of work et le fait qu'avec Internet, la connaissance soit gratuite, tous les outils sont presque gratuits, nous donne l'opportunité de créer et de pas dépendre d'institutions, d'être né au bon endroit, d'avoir eu telle éducation et de se dire que n'importe qui peut créer ce dont il a envie et s'épanouir et vivre le futur of work. C'est pas réservé à une petite élite. Et effectivement, on voit beaucoup de métiers du numérique, de métiers col blanc. Il y a tout un aspect du futur of work aussi qu'on montre pas, mais il concerne tout le monde. C'est pas simplement le télétravail. Digital nomade, là pour le coup, on a Lorraine et qui effectivement travaille depuis son ordinateur, mais on peut être digital nomade pour faire un tas de métiers. Et il y a un autre documentaire que je vous recommande qui est sur Welcome Originals qui s'appelle Globe Workers et il montre une cuisinière, une chef de cuisine qui enrichit ses plats de chaque destination dans laquelle elle se promène. Et donc pour le coup, il y a un tas de métiers qui peuvent se faire en future of work. Et Hugo a néanmoins fait une école de commerce avant d'être youtubeur. Mais comme il le dit, hein, il la quitte assez rapidement, cette voie royale, pour aller faire autre chose, là où il s'épanouit un peu plus. Et il y a des tas de youtubeurs qui ont énormément de succès et qui ont quitté l'école assez jeunes, et youtubeurs, mais d'autres créateurs, et qui certains ne sont même pas passés par des voies traditionnelles. Mais vous soulevez un point intéressant, qui est qu'on pourrait faire un tome 2 du documentaire pour ceux qui ne sont jamais passés dans cette voie traditionnelle et qui sont dans le futur of work néanmoins. Ah ben on a des questions plus grandes derrière, c'est plus sympa parce que pour l'instant, je plisse les yeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est si rassurant de voir se dessiner ces nouveaux modèles, merveilleuse nouvelle génération qui se sert de l'expérience plus ou moins ancienne. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que c'est un changement de paradigme en général et que c'est pas simplement ma génération et la plus jeune génération, que c'est un changement dans la société toute entière et que tout le monde peut faire partie du future of work, que c'est pas réservé aux gens qui sortent d'école, qui ont 20 ans et qu'on a des tas de transitions qui ont lieu à 30, 40, 50, même 60 ans. Et d'ailleurs, c'est pas grave si à 40 ans, 50 ans, on n'a pas trouvé le sens de son travail. Il y a plein de façons encore de faire cette transition-là, même plus tard. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Est-ce que les gars, vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, j'ai une question à poser à nos réalisateurs, oui. Plus sur comment on réalise un documentaire en pleine pandémie. Et un documentaire en plus qui est dont le sujet est directement impacté par le Covid. Comment on fait ? On s'est bien marré, hein. Il faut être flexible. Parce que Sam, pour booker les interventions et les voyages, ça a été assez complexe. C'est marrant. Mon site préféré, c'était diplomatie.gouv, conseil aux voyageurs, pour savoir combien de tests PCR il fallait, combien de jours de quarantaine il fallait. Et effectivement, on a booké, annulé, rebooké. Il y a des tournages qui ont été déplacés 3-4 fois et on a eu plein de péripéties. Mais je pense qu'on va s'enregistrer un podcast. On aurait de quoi raconter 1 heure ou 2 d'anecdotes sur ces tournages. Parce que ça s'est quand même étalé. On a commencé à tourner le 3 juillet. Et on a terminé les tournages tout début janvier. Donc alors que ça aurait dû se faire normalement sur 2 semaines condensées. Donc il y a eu pas mal de péripéties, effectivement. Absolument. Non, mais c'était vraiment un beau défi. En même temps, ça a enrichi, je pense, aussi notre recherche et cette quête à ces réponses à trouver étaient d'autant plus complexes. Il fallait relever ces défis-là. C'était une organisation complexe, et puis surtout, il a fallu changer notre fusil d'épaule régulièrement, et aussi pour les intervenants dès le début, parce que il y a une transformation entre ce qu'on imaginait au départ au niveau des intervenants. On a dû s'adapter, on a dû délocaliser certaines destinations sur l'Europe. C'était évident. Et voilà, ça nous a pas empêché d'aller au bout du projet. Une belle aventure avec toi.
Ouais, on a vécu le Future of Work parce qu'au départ, on pensait tourner aux États-Unis, en m'avais Asie vendu aussi. Bali, moi, tu m'avais dit. Je vous avais vendu des trucs de rêve et on est en Europe. C'était plus européen que mondial finalement, mais c'était chouette quand même de ce côté-là. Et heureusement qu'on a rebondi. Et parce que l'incertitude fait partie du Future of Work et nous, on l'a clairement vécu pendant ces tournages. On a fait une interview via Zoom quand même, ce qui est plutôt illustratif du Future of Work. Et pour le coup, David, on devait le voir d'abord aux États-Unis, puis après on devait le voir à Copenhague, et puis bon, finalement, on s'est dit, on va le faire par Zoom, sinon on va jamais le faire. Et heureusement, ça choque pas. Alors, il y a plusieurs questions qui entendent se parler. Sam, tu as commencé ce projet sur le documentaire sur ta place dans le monde du travail au moment où tu étais censé le rejoindre. Maintenant, tu as réalisé ce documentaire. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Est-ce que tu as eu des réponses concrètes? Le documentaire a participé à me donner, à me faire prendre conscience, évidemment, que on pouvait s'épanouir dans le salariat, qu'il pouvait y avoir des entreprises qui étaient très chouettes, et c'est des boîtes à la Basecamp, mais d'autres aussi qui montrent qu'on peut s'épanouir, on peut avoir un environnement et une liberté qu'on a généralement quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, et qu'il suffit juste de trouver la perle rare. Et je crois que ces perles rares, elles sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le temps passe, et que ce qui est chouette, c'est que les entreprises qui ont de l'avance et qui sont pionnières dans ces nouvelles façons de travailler, elles sont très fières de ce qu'elles font et elles communiquent énormément autour. Et donc, en faisant ça, elles évangélisent et elles partagent leurs bonnes pratiques. Et donc, de plus en plus, à mon avis, on va avoir ces sujets-là. Donc, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait plein de façons de donner du sens à son travail et j'ai hâte de tout découvrir. Peut-être un jour, je serai salarié, encore un peu d'indépendance, peut-être créer une boîte, pourquoi pas un collectif. Il y a plein de choses à faire encore. On verra. Still up in the air, comme dirait Lorraine. Pour vous, ce modèle pourra-t-il se généraliser et si oui, à quelle échéance? Là, la crise a naturellement accéléré, et c'est ce qu'on disait en table ronde juste avant, énormément accéléré le Future of Work, et très très largement. Donc, à une échéance très courte, le Future of Work qui s'ouvre à tout le monde là. C'est pour demain, c'est pour aujourd'hui, et peut-être même que vous avez découvert vous plein d'aspects du Future of Work aujourd'hui. Et par contre, il va s'étaler. Forcément, on a peut-être fait 3 ans en 3 mois de progrès, mais il va falloir les maintenir et puis surtout solidifier, parce que ce qu'on a fait au début, c'était de la gestion de crise. Et là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pérenniser, c'est prendre des décisions qui vont durer sur le long terme et pas simplement dans les 2-3 mois pour de la gestion de crise. Le Covid fait-il souffrir les communautés de coworking par le manque de présentiel? Je crois que les coworks peuvent rester ouverts, mais effectivement, ils ne tournent pas à plein régime. Et c'est pour ça que le télétravail qu'on a vécu pendant les confinements, c'était pas du vrai télétravail, parce que c'était un lieu qui était imposé, qui était le domicile, et que le télétravail, en général, le télétravail, il est sympa parce que on peut bosser dans plein de lieux différents, chez soi évidemment, au bureau, mais dans des tiers-lieux. Alors ici, on est chez Comet Meetings, mais on peut aussi dans un cowork, dans un café, et je pense que tous les espaces ont hâte de pouvoir ouvrir et de tourner de nouveau à plein régime. On a tous hâte de pouvoir se réunir et ça va être naïf, mais je souhaite que ça arrive très vite tout ça. Comment avez-vous financé ce film, Sam? Comment gagnez-vous votre vie, vous? Ce film a été financé grâce aux partenaires du documentaire qui nous ont rejoints pour nous accompagner dans ce projet-là et avec lesquels on a construit plein de contenus et d'événements autour du documentaire. Il y a des épisodes hors série que vous pouvez retrouver sur YouTube dès aujourd'hui. Il y a un séminaire qu'on a vécu ensemble et puis là, ces avant-premières, on va en avoir en Europe, un peu partout encore, et puis en France. Donc, on construit plein de choses autour du documentaire. Et c'est ce qui permet d'enrichir et d'être complémentaire par rapport à la réflexion qu'on peut proposer en 55 minutes. Et comment est-ce que je gagne ma vie? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que j'ai plein de petites façons. Je donne des conférences, j'écris sur la transformation du travail, un petit peu de documentaire. C'est assez difficile, il y a plein de lignes dans ma compta et heureusement que j'ai une comptable qui comprend bien ce que je fais. Pour rapidement compléter la partie financement du film, on a réalisé, déjà produit le documentaire d'une manière assez originale. Oui, c'est vrai. Faut le préciser. C'est aussi un peu the future of documentary. Je sais pas si ça se dit, mais d'habitude, faut savoir un documentaire, soit c'est une commande d'une chaîne, éventuellement d'une plateforme. Il y a des financements type CNC, public, qu'on va demander avant même d'écrire ou pour écrire le documentaire. Samuel, lui, il a écrit le documentaire et il est allé voir des partenaires privés qu'on remercie encore 1000 fois aujourd'hui parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous diffuser ça aujourd'hui.
Et voilà, c'est un peu l'illustration parfaite du futur du travail sur ce sujet de documentaire. Et comme quoi, enfin voilà, il y a plein de voies possibles au-delà des voies classiques. Et pour le coup, ce documentaire en est un bon exemple. Oui, effectivement, c'est vrai que j'y connaissais rien à l'audiovisuel, donc on l'a fait dans l'autre sens, quoi. Et heureusement, parce que on aurait pris beaucoup plus de temps. Sortir un documentaire en un an, c'est quand même assez rare, et on s'en sort bien et équipe réduite, le fait de pouvoir être super flex, c'est ce qui fait qu'on a pu tourner. On n'aurait pas pu être réactif comme ça, c'est impossible. Parce que Ouais, toi qui as le fait du CNC, financement c'est aussi, un classique, an, préachat d'une chaîne, un an et demi. Donc vous aurez peut-être pu voir le docu en 2023. Donc revoir encore des masques en espérant que ce soit fini d'ici là, ça aurait peut-être pas été cool. Oui, complètement. Quel futur au revoir pour les travailleurs en usine et dans le bâtiment? C'est un peu ce qu'on disait en table ronde, de dire que il y a des métiers qui peut-être sont moins drôles que d'autres et qui dont l'activité elle-même n'est pas source d'épanouissement. Et ben pour le coup, ce qui va donner du sens dans ces métiers-là, ça va être de pouvoir rejoindre une mission et des valeurs qui sont alignées avec sa personne. Et c'est d'autant plus important du coup de donner, d'être aligné, d'être sincère. C'est ce qu'on disait en table ronde tout à l'heure. Et puis même dans ces métiers qui sont très manuels, il faut aussi se poser la question de quelles sont les composantes, quelles sont les différentes tâches que je fais au cours d'une semaine. Et peut-être qu'il y a que 5 ou 10% des tâches que je peux faire différemment, que je peux faire chez moi et pour le coup, intégrer en compartimentant bien de ce côté-là. Et puis après, il y a toutes les notions d'innovation managériale qui ne concernent pas uniquement l'école blanc, et on peut apporter du bien-être et une culture d'entreprise, un environnement qui plaît à tout type d'entreprise. Ça, il n'y a pas d'excuse du tout. Le futur du travail, c'est clairement pas que le télétravail ou le freelancing. Et on en a parlé, ils en ont parlé pendant la table ronde. Il y a aussi le management par la confiance. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'usine, quand on parle de bâtiments, c'est en tout cas dans les entreprises les plus classiques, c'est vraiment du management entre guillemets à l'ancienne. Et je pense qu'il y a déjà de gros efforts aussi en termes de management pour aussi rendre le travail, certes manuel et parfois compliqué, plus agréable et y trouver un peu plus de sens aussi. Oui, complètement. Le télétravail remet en question l'entreprise en tant que lieu. Les immenses bâtiments doivent être remplis pour une question de rentabilité. Y a-t-il des pistes de réflexion concernant la transformation de l'urbanisme des entreprises? Oui, très certainement, parce que les entreprises, elles ont forcément besoin de réduire la taille de leurs locaux pour se dire on se réunit à d'autres moments, à d'autres occasions. On va pas se réunir pour la même chose. Avant, on se réunissait parce qu'il fallait surveiller la production, mais c'est ce que Victor disait dans la table ronde, c'est qu'on se réunit plus uniquement pour produire, on est mieux chez soi pour produire. Par contre, on va se réunir pour des temps forts plus qualitatifs, au bureau, évidemment, mais dans d'autres lieux qui sont super variés et pour être plus petit, avec plus d'espace de rencontre, et en tout cas, beaucoup moins de lieux juste de production dans lequel on va être enfermé et on va travailler. Parce que ça, on peut le faire depuis n'importe où. Donc, effectivement, il y a tout un urbanisme à changer et le futur au revoir qui est ultra lié au futur de la ville, la Smart City, et un tas de choses qu'on peut relier à ces sujets-là. J'ai l'impression que j'ai sauté une question. Le télétravail remet en question l'entreprise en tant que lieu. Ah non, ça on l'a déjà fait. Avez-vous prévu de faire totalement en français sans sous-titres? Non, parce que les intervenants parlent en anglais. Par contre, on a prévu une version sous-titrée en anglais aussi qui va arriver pour les passages qui sont en français. C'est une réflexion qui est universelle, qui ne concerne pas que la France. Donc, dès le départ, le parti pris, c'était de se dire qu'on voulait que ce soit universel et donc des speakers qui parlent anglais. Et moi, à titre personnel, je regarde plus grand-chose en français, en version française, et je regarde beaucoup de versions originales en anglais, qui sont sous-titrées français parfois, mais pas version en français. Par contre, très fier d'avoir des tas d'intervenants qui sont français dans le documentaire et qui montrent que le futur au revoir, qui est aussi français, même s'ils parlent anglais pour certains dans le documentaire, on a pu en griller avec quelques accents.
comment les entreprises peuvent jongler entre les salariés traditionnels qui préfèrent le travail en présentiel, par exemple. Là, je crois que toute une question de choix, hein. C'est aussi ce qu'on disait dans la table ronde, c'est qu'il ne faut pas imposer le télétravail pour tout le monde, ça ne marchera jamais parce qu'effectivement, il y a des tempéraments qui ne le veulent pas. Moi, j'aime bien travailler depuis chez moi, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et l'entreprise de demain, elle intègre toutes les possibilités pour chacun de travailler d'où il le souhaite. Pour certains dans l'entreprise tous les jours, pour d'autres à la maison tous les jours, et puis pour d'autres encore, ça va être un ping-pong un petit peu et un entre-deux. Et pour le coup, là, il y a vraiment besoin de laisser le choix. Et l'entreprise de demain, elle laisse le choix à ses collaborateurs. Ah, j'ai été déconnecté sur l'ordinateur, j'ai plus là. Heureusement, j'ai les questions encore derrière. Il faudra recruter des managers sur le quotient émotionnel. Tout à fait d'accord. Est-ce que Aurélie, c'est ce que vous proposez avec les autres nouveaux travailleurs? Ben oui, c'est une question de mélange. C'est une question de, faut que tout se mélange bien dans l'entreprise, qu'il y ait une place pour chacun. Et le quartier de la Défense à Paris vit ces derniers jours. Effectivement, moi, je mets pas beaucoup les pieds à la Défense, mais ça me paraît un peu ancien de monter dans une énorme tour pour faire la queue, parce qu'en ce moment, en plus avec le Covid, il faut peut-être réserver sa benne, comme quand on va au ski à Chamonix, il faut réserver sa benne à telle heure pour pouvoir monter. Là, si on veut monter au 32e étage de sa tour, il faut peut-être réserver son créneau, parce que sinon il y a des grandes files devant, et c'est peut-être pas trop adapté en période de pandémie. En tout cas, c'est sûr que ces grandes tours, moi, j'ai été frappé en 2018, c'est Salesforce qui a construit une des plus grandes tours de San Francisco, et puis qui là en fait est une des premières à dire qu'il n'y a plus besoin de se rendre au bureau parce que tous les postes de chez Salesforce peuvent être faits à distance. Donc de manière générale, tous les grands centres d'affaires vont devoir se réinventer et offrir d'autres choses que des lieux de travail. Ils vont devenir des lieux hybrides. Donc la Défense, elle va forcément revivre sous d'autres façons. Il y a tellement d'immobilier, on peut pas le détruire, mais elle va se réinventer évidemment. En tout cas, les derniers jours de la Défense, telle qu'on la connaissait avant, ça j'imagine bien. Ouais. S'il n'y a plus de questions, nous, on va couper de ce côté-là. Je vous invite à peut-être poursuivre dans les sessions avec les partenaires qui sont présents et qui animent en même temps. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous d'avoir suivi le documentaire, d'avoir été parmi nous. Vous êtes parmi les premiers. Et puis, on se retrouvera dans quelques semaines quand il sortira en ligne. Merci beaucoup. Merci.